Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez, que vous voyez mon écran. Donc, ce workshop-là vient pour terminer notre cycle des webinaires de cette année-là et il va amorcer une nouvelle série qui sera dédiée au PMBOK 8. Elle sera aussi sur une douzaine d'épisodes, sur tout le bouquin. Et sachez que le PMBOK Guide, c'est pas un bouquin, c'est deux bouquins, d'accord, dans un seul livre. Le premier, c'est le standard de management de projet, d'accord? Et puis le deuxième, qui est le guide lui-même, les domaines de performance et la technicité, etc. Voilà, je vous souhaite encore la bienvenue. J'aimerais bien que vous m'écriviez dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Mais aujourd'hui, la séance sera principalement focalisée voilà, sur le rôle du standard pour le management de projet dans sa nouvelle version, qui ne sort pas d'ailleurs des différentes versions antérieures. Mais ce standard-là, voilà, le standard de novembre 2025, contient quand même beaucoup de mises à jour. On a discuté une partie dans notre épisode voilà, il y a une dizaine de jours. Mais aujourd'hui, on sera beaucoup plus sur le détail, surtout sur la nouveauté en termes de concepts et de termes. Principalement, entre autres, on verra le système de livraison de la valeur. D'accord? Pour les gens qui connaissent un peu le PMBOK 6, on parlait de système de création de la valeur, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de sa livraison, de sa pérennisation, etc. Et à la fin, comme d'habitude, on aura notre session Q&A pendant une quinzaine de minutes pour boucler ce premier épisode dédié au standard. Le prochain épisode sera sur le standard, beaucoup plus sur la partie cycle de vie, approche de développement hybride, agile et bien évidemment prédictif, qu'il ne faut pas oublier. Et voilà, en gros, on sera sur une heure. D'accord? Et je vous invite à soit m'écrire vos questions au fil de l'eau, soit les laisser. Vous prenez note et les laisser à la session Q&A qui sera dédiée. OK? Est-ce que vous voyez la slide qui se déroule, s'il vous plaît, juste pour confirmer? Alors, ce que je vous ai préparé comme menu pour ce soir-là, à part le rôle et les objectifs des standards, on va, entre autres, dans la quatrième partie, voir un peu tout ce qui est environnement du projet, tout ce qui tourne autour du projet, de l'organisation dans laquelle il se déroule, et bien évidemment, beaucoup plus de détails sur le système de création de la valeur, et puis une première vue sur les principes qui sont le noyau de ce standard-là. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Anis Boujouiri, je suis directeur fondateur du cabinet de formation conseil Le Projectoire, qui vient dans la continuité de ce que je faisais depuis 20 ans en tant qu'ingénieur, chef de projet, et puis aussi bien que chef de projet certifié PMP depuis 2010 et puis depuis 2011. Je fais de la formation PMP, j'ai pu, alhamdoulilah, euh, former beaucoup de cadres et de cadres supérieurs marocains, africains et étrangers afin qu'ils aient leur certification, chose qui n'est pas facile, mais voilà, qui est challengeante comme aventure, mais qui n'est pas impossible. Ça demande de la discipline, ça demande aussi beaucoup de choses. Donc voilà, cette discussion sur la PMP, on l'a eu la dernière fois, mais si jamais il y a un besoin, n'hésitez pas de m'écrire voilà, pour le programmer dans un atelier spécial ou bien de vous partager des informations dont vous aurez besoin. Voilà, à date d'aujourd'hui, je fais toujours le métier de consultant formateur, soit en PMP, soit en mise en place de structures PMO, Project Management, qui sont là justement pour nous permettre de créer et de pérenniser la valeur à travers de la gestion de projets structurés, méthodiques, qui respectent un peu la culture et les différents facteurs qui régissent l'organisation, soit en interne, soit en externe. Voilà, à part la PMP, je fais aussi de la formation sur de l'Agile, Project Management, principalement la Scrum Master. Voilà, ça me fait toujours plaisir de recevoir. D'accord? Et puis, je disais que la formation dans le management de projets, programmes et portefeuille de projets, je fais aussi des formations sur l'agile et sur les outils de management de projet. Je parle d'outils, pas documentaires, ça on le fait dans la formation bien évidemment, mais des outils informatiques, typiquement
Microsoft Project, Jira et compagnie. D'accord? À côté, bien évidemment, voilà, de mes cours en tant qu'enseignant dans l'MBA de Project Management Transformation organisationnelle, en passant par les masters exécutifs et les licences professionnelles qui traitent de domaines. Alors, à date d'aujourd'hui, quand on parle d'un standard, on parle justement d'une norme, on ne parle pas d'un corpus de connaissances comme c'est le cas pour le PMBOK Guide qui est édité, publié et voilà, et coordonné par le Project Management Institute. Ça, c'est le PMBOK Guide. Ça, c'est la deuxième partie de cette série-là. Mais attention, conjointement avec le PMI, le deuxième bouquin dont je t'ai parlé au départ, à savoir le standard de management de projet, qui est édité, lui, qui est publié, lui, par l'organisme ANSI, l'American National Standard Institute. Certainement, les gens qui font un peu de la technicité et autres domaines industriels connaissent un peu les standards de l'ANSI, mais sachez très bien que chez nous aussi, le Project Management a son propre standard et qui est conjoint voilà, au guide PMBOK depuis très très longtemps, depuis des années, depuis même les premières versions. Donc aujourd'hui, on a notre bouquin, on a notre PMBOK 8 qui contient le nouveau standard. Voilà, je ressouligne que le fait que c'est un standard, c'est un bouquin qui vient de sortir et voilà, et qui va justement changer en quelque sorte la certification PMP, la certification CIPM. Certes, on sait très bien que la certification PMP n'est pas basée sur les PMBOK, mais certes, du moment qu'on voit dans le standard même la définition du projet qui est changée, donc on peut dire qu'il y aura des changements qui sont liés aussi voilà, à l'avancée scientifique dans le domaine. Et en guise d'introduction, voilà, détaillé sur le guide PMBOK. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, le guide, c'est un corpus de connaissances. Du coup, il sera là pour justement unifier un peu la structure de travail. Il est là justement pour nous dire le quoi de façon structurée à travers des process. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un domaine, avec quel outil, avec quelle méthode, avec quelle technique, concernant des domaines, des disciplines qu'on a l'habitude de nommer des domaines de performance, des domaines de connaissances plutôt, mais aujourd'hui, c'est plutôt des domaines de performance. Et je parle en gros de la gouvernance du projet, je parle de la gestion du périmètre, de la portée, du contenu du projet, la gestion de l'échéancier. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la gestion des coûts, comme dans la version 7, la version 6 est antérieure, mais la grande nouveauté à ce niveau-là, c'est que on est sorti de cette logique. Qu'est-ce qu'on va dépenser pour le projet? Mais on est plutôt sur une logique de quelle est ma trésorerie pour le projet? Quel est l'avancement des tranches de financement de bon projet? Bref, on sera sûr de la gestion des finances, pas que pas qu'une gestion de coûts simple, classique, etc., sachant que ça fait partie de cette gestion-là. Donc, tout ce qui est domaine de performance, en fait, c'est plutôt le PMBOK Guide et ce sera à partir du troisième épisode de cette série-là qui contiendra une douzaine. OK, donc voilà, à côté du guide, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux standard objet de ce workshop de ce soir-là, mais quand on parle de standard, on parle plutôt d'une norme. Et pour normaliser le management de projet, un domaine qui est très, très lié au contexte qui doit être très adapté en fonction des enjeux, des enjeux de l'environnement global, etc. Voilà, une norme, c'est pas pour dire les détails, mais pour qu'elle soit sur un niveau vraiment universel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de principes de management de projet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle des éléments fondamentaux du management de projet, en commençant par les définitions, bien évidemment, dans un standard. On ne peut pas aller vers un niveau très, très détaillé parce que les méthodes changent, d'accord? Et d'ailleurs, c'est l'objectif
du guide, c'est l'objectif d'autres corpus de connaissances internationaux, mais les principes restent. Donc, les principes universels qui sont plus ou moins changeants à travers les années, je rappelle que ce standard et le guide sont des bouquins qui sont publiés modulo 4 ans, d'accord? Chaque 4 ans, en gros, on a une nouvelle version. C'est justement pour suivre l'évolution du domaine et c'est pour appréhender les nouveautés. Mais quand on parle d'une norme, il faut quand même, surtout dans le management de projet, il faut avoir des éléments universels qu'on pourrait très bien appliquer sur tous les projets, indépendamment de sa nature, de leur nature, indépendamment de leurs enjeux, de leurs spécificités, et ainsi de suite. D'accord? Aujourd'hui, dans le standard actuel, le standard du PMBOK Guide, dans sa 8e version, on a 6 principes, d'accord? Qui résument en quelque sorte la douzaine de principes qui étaient présents dans le PMBOK 7 pour les gens qui l'ont lu, qui sont formés dessus. Voilà, mais à côté des principes, bien évidemment, il y aura tout un grand chapitre dans le standard qui va nous décrire, qui va nous expliquer, qui va nous détailler aussi les cycles de vie du projet. Et ici, quand on évoque les cycles de vie du projet, c'est principalement les approches de développement, les 3 grandes approches classiques, l'approche prédictive, l'approche adaptative / agile. Et bien évidemment, quand on place le curseur entre les deux, pour appréhender le maximum de projets, on sera plutôt sur une approche de développement qui est hybride. On sera sur un cycle de vie du projet qui est hybride, qui hérite un peu des deux. On sera en quelque sorte, comme je dis toujours, en intramuros, mais il faut justement savoir où placer le curseur. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a tout un chapitre qu'on a eu, en fait, pas dans ce PMBOK-là, mais à partir du PMBOK 7, on a eu quand même un chapitre dédié à ce qu'on appelle le tailoring. Tailoring ou adaptation, c'est justement le chapitre qui vous montre, qui vous décrit, qui vous explique le processus d'adaptation. De quoi? De ce que nous allons voir, en fait, adapter les processus, adapter le choix des process, adapter le niveau de détail des process, adapter un peu l'aspect gouvernance en fonction de 3 grands éléments. C'est en fonction de l'organisation dans laquelle le projet tourne, en fonction du projet lui-même, d'accord, et en fonction de ce qu'on doit livrer. Est-ce qu'on sera sur de l'agile, du prédictif, et ainsi de suite. Donc, c'est un chapitre qu'on verra en détail par la suite, et bien évidemment, dans la 2e partie de la série qui sera dédiée au guide, pas qu'au standard. Alors, parmi ces objectifs, justement, voilà, j'ai choisi 2 grands objectifs du standard. À l'issue de la lecture de l'étude de standard, vous devez être capable de répondre aux 2 questions suivantes. La première, c'est justement sur la façon avec laquelle le management de projet crée de la valeur. Quand on crée de la valeur, ça insinue aussi la création, la livraison et la pérennisation de la valeur, la gestion de tout, la value stream, si j'ose dire, depuis l'étude d'opportunité qui sert à lancer un projet jusqu'à la mesure du retour sur investissement du projet. Tout ça, comment on va le faire? Quels sont les avantages, justement, d'un projet qu'on va lancer? Quels sont les avantages d'avoir quelques principes universels, d'où sortent des techniques, des méthodes, des process? Voilà, je vous laisse un peu une dizaine de secondes pour réfléchir et j'aimerais bien avoir un premier feedback du public. À votre avis, d'après votre expérience, d'accord, quelle serait, entre autres, votre réponse? Ce commande-là, soit il est stratégique, soit il est tactique, mais je vous laisse un peu la liberté de choisir le plan de réponse que vous voulez. Un volontaire, une volontaire? Des idées? Déjà, ici, quand on met en place dans l'organisation un management de projet qui est structuré, déjà, on gagne d'abord en efficacité. Pourquoi? Parce qu'on ne recrée pas la roue à chaque fois, parce qu'on est en train de collecter du feedback et affiner notre structure, et au fur et à mesure, bien évidemment,
bah, qu'est-ce qu'on aura? On a la structure, la démarche, l'ensemble des process qui nous sont pertinents. Bah, nous, bah, qui sommes-nous finalement? C'est l'organisation avec son environnement, avec ses spécificités, des spécificités technologiques, environnementales, techniques, politiques, légales ou autres. D'accord? À part ça, aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête à travers le nouveau standard, c'est qu'aussi le chef de projet n'est pas celui qui va calculer des estimations, celui qui va juste choisir des métriques à calculer, mettre en place des formules pour calculer les écarts, etc. Non, mais c'est plutôt dans sa posture actuelle, c'est plutôt quelqu'un qui doit avoir une compréhension stratégique, qui doit avoir cette compétence pour vérifier l'alignement de ce projet avec la stratégie à partir de laquelle il a découlé. Certes, pas de façon directe, parce qu'il y a un directeur de programme et de portefeuille euh, qui sont dans le système, d'accord? Mais certes, il doit au moins avoir cette capacité de fournir les éléments nécessaires, de fournir les livrables à l'entreprise, aux sponsors, pour que cette valeur-là soit créée. Bah, typiquement, si on va mettre en place, par exemple, une structure PMO dans une organisation, c'est pas pour avoir toute une batterie de processus, de templates, etc. En soi, c'est pas l'objectif, mais l'objectif final, la finalité, c'est justement structurer, rendre cohérent, normaliser les pratiques à partir de bonnes pratiques internationales, à partir de benchmark, à partir de travail de consulting, soit en interne, soit en faisant appel à l'externe, pas justement pour en tirer bénéfice. Secondo, le standard va vous permettre aussi, si vous êtes des responsables fonctionnels, mais pas que des chefs de projet, ça va vous permettre, de lancer les projets liés à votre métier en se basant sur des études d'opportunité, sur des business cases, sur des notes d'orientation stratégique ou autres types de documents qui viennent en amont du lancement du projet, d'accord? Ça, c'est de un. Ça va permettre à ce chef de projet qui va réaliser le projet par la suite d'avoir des inputs qui vont lui donner l'occasion justement de lancer le projet sur une bonne base, en mettant en place sa finalité, ses objectifs, ses parties prenantes clés. Bref, c'est un peu ce qu'on a dans une charte de projet. Après, comment ce responsable fonctionnel ou bien un responsable maître d'ouvrage, pour reprendre le langage soit informatique, soit BTP, c'est qu'il sera aussi capable de comprendre la valeur des indicateurs business, des indicateurs métiers. Ce sont les indicateurs à lui, parce que je ne sais pas si les directeurs marketing, par exemple, il va chercher des indicateurs par rapport au taux de lead qu'il a, il sera capable de mesurer un peu l'efficacité ou pas d'une compagnie marketing ou une compagnie commerciale, et ainsi de suite. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous êtes sur cette logique-là comme responsable fonctionnel dans vos différentes boîtes ou pas, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. On aimerait bien avoir votre point de vue aussi. Une deuxième partie dans le standard qui est très, très importante, c'est les termes et notions clés. Pas certainement, je ne vous ai pas mis la liste des quinzaines de notions qui sont dans le standard dans ce standard-là, mais en fait, je vous ai choisi 4 notions sur lesquelles on a eu beaucoup de changements, surtout la notion de projet, qui aujourd'hui est définie différemment, et je ne vous cache pas la définition du projet bah, actuel, avant celle-là, avant celle qu'on a dans le PMBOK 8, la version actuelle, la version juste avant, datait de 40 ans. Bref, c'est pour dire que pendant une quarantaine d'années, on n'a pas eu cette audace, ça c'est mon avis personnel, pour mettre à jour quand même la définition du projet. Et aujourd'hui, quand on définit un projet, on ne le définit pas que comme ensemble d'efforts temporaires qui a un début, une fin déterminée et qui est entrepris pour livrer un produit, résultat ou service donné, ou une combinaison unique. Mais aujourd'hui, c'est toujours un ensemble d'efforts. Mais où réside la différence? La différence réside, au niveau du contexte qui est unique. Donc, ce n'est pas que le projet qui est unique, mais c'est tout le contexte, c'est tout l'environnement VUCA qui est unique. Aujourd'hui, si je construis
dans un climat très, très pluvieux. C'est pas une construction. C'est pas pareil à une construction que je fais demain dans un climat très ensoleillé, etc. Donc, il s'agit plutôt du contexte qui est unique. Donc, déjà, on a monté d'un cran pour, pour parler de l'unicité de tout le contexte qui engendre une unicité du projet dans lequel il se tient. Secondo, ce qui est très, très important par rapport à toutes les définitions qui précèdent, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On insiste sur le fait que les projets sont lancés pas pour créer des livrables, qui sont des produits, résultats ou services uniques, mais c'est plutôt créer de la valeur derrière les livrables. Donc, je ne vais pas chercher la construction d'une école, mais je vais plutôt chercher la réduction du taux d'analphabétisme, ou bien je vais réduire le taux d'abandon précoce de l'école, et ainsi de suite. Donc, je vais chercher plutôt la finalité, pas que le livrable. Le reste, en gros, c'est pour dire la même chose. Ce qui est à garder, s'il vous plaît, en tête, en termes de changement, c'est qu'on ne parle plus de l'unicité du projet ou des livrables, mais on parle plutôt de l'unicité de tout un contexte dans lequel le projet est réalisé. Secondo, le projet n'est pas entrepris pour créer des livrables, pas que, bien évidemment c'est toujours le cas, mais c'est pour justement créer de la valeur. Et si les projets participent à la création de la valeur, justement, c'est en mettant en place la capacité à avoir cette valeur-là. Si on va chercher une valeur commerciale, c'est peut-être un chiffre d'affaires à la hausse. J'aurais besoin d'étendre mon réseau d'agences commerciales. Je pourrais étendre mon site qui est aujourd'hui un site vitrine vers un site qui est marchand, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Seconde définition qui est très, très importante, c'est qu'aujourd'hui, on parle de management de projet, pas en tant qu'application de connaissances, compétences, outils, etc. seulement, chose qu'on a eue dans les dernières versions. Dans les dernières versions, bien sûr, je parle des versions antérieures, mais aujourd'hui, on ne parle pas de satisfaction des exigences des parties prenantes, d'accord? Mais on parle de quelque chose qui est encore plus grand. On parle de l'atteinte ou le dépassement de la valeur qu'on cherche, de la valeur escomptée. Typiquement, je peux citer le cas de l'Académie Mohamed VI du football, d'accord? Certainement, peut-être on a dépassé des délais, on a dépassé peut-être des coûts et ainsi de suite, mais quand même, la valeur qu'on a créée, à mon avis, à mon humble sens, a largement dépassé ce qu'on cherchait, surtout quand on a très bien performé au niveau de la Coupe du Monde. Des questions? Voilà ce qui nous ramène un peu d'en parler un peu plus. Donc, on a dit que tout projet, c'est un effort, c'est une initiative temporaire. L'initiative est lancée soit pour répondre à un besoin, soit pour répondre à une problématique, soit pour respecter un engagement ou bien une mise à jour au niveau de l'environnement légal ou autre chose. D'accord? Mais certes, tout projet, quel qu'il soit, intrinsèquement parlant, il a un début et une fin. Ça veut dire que l'amont du projet n'est pas le projet, l'après-projet n'est pas le projet, et certainement tout ce qui est en amont du projet, on parle de la stratégie, on parle des inputs du programme ou du portefeuille, voilà, qui pour les réaliser, je dois décortiquer cet objectif stratégique, par exemple une optimisation de coûts, ou bien une augmentation du chiffre d'affaires, ou un autre type de valeur commerciale. Certainement, j'aurai besoin de ces éléments qui vont me permettre justement de dire, voilà, cette solution-là, qui sera le projet de construction d'un nouveau réseau d'agences commerciales, est pertinente par rapport à mon besoin stratégique, qui est augmenter le chiffre d'affaires et être beaucoup plus proche. Peut-être pour une entreprise qui est stratégiquement en pleine digitalisation de processus, en pleine transformation digitale, ce n'est pas pertinent, mais ça serait plutôt un projet qui va digitaliser encore plus les activités de l'entreprise pour avoir beaucoup plus de chiffres, pour avoir beaucoup plus de clients. Stratégiquement parlant, on peut être sur la même chose, gagner un chiffre d'affaires de, je sais pas, de plus de 10% sur les 5 prochaines années, etc. Mais la concrétisation de cet objectif-là,
sera différente. Pourquoi? Parce que le contexte de tout projet est unique. Qu'on soit au sein de la même boîte ou dans des boîtes différentes, on est dans des contextes uniques et c'est tout. D'accord? Ça, c'est en amont. Au fur et à mesure, je gère mon projet, je vais l'initialiser pour dire, voilà, je pose les fondations du projet. Il est né avec une finalité, avec des besoins, avec des livrables principaux qui sont bien déterminés, bien évidemment avec un coût ou bien un budget global et des besoins de financement, un délai global macroscopiquement estimé, et ainsi de suite. Sur cette base-là, je peux dire que voilà, aujourd'hui, mon projet est bien cadré et bien fondé. Je le lance. Par la même occasion, je suis le chef de projet légitimement désigné pour gérer ce projet-là. Et bam, je passe à la conduite de projet. Je sors de l'analyse projet qui est en amont, mais aussi je suis dans la gestion, dans le management, dans la conduite de projet, pour dire que je dois planifier mon projet. Planifier un projet, c'est aussi planifier tous les domaines de performance. Tout à l'heure, on les a vus de façon très, très rapide, mais ici, je parle certainement de planifier l'intégration, la gouvernance du projet, planifier son périmètre, qu'est-ce qu'on doit faire, dans quel délai, avec quel échéancier, avec quelle finance, pas avec quel budget, pas avec quel coût seulement, mais avec quelle finance, avec quel flux de trésorerie, d'accord, avec quelles ressources, en prenant en considération quels risques, et puis en satisfaisant les besoins de quelle partie prenante. À un certain moment, bah, ça doit terminer. Donc, une initiative temporaire, un T0 et un TF, donc ça doit terminer. Bah, pour terminer, je dois formaliser la clôture de mon projet. Comme j'ai formalisé en miroir l'initialisation de mon projet, comment je vais justement conclure ou bien clôturer mon projet? Ce n'est pas avec un kick-off meeting, d'accord? Mais c'est à travers la réunion de clôture où on va présenter, non pas une note de cadrage de projet, mais on va présenter quand même un bilan du projet, le document qui consolide un peu les leçons qu'on a apprises pendant le projet et ainsi de suite. À la sortie du projet, n'oubliez pas qu'on cherche de la valeur, qu'on essaie de créer de la valeur à travers une capacité beaucoup plus grande. N'oubliez pas qu'on est en train de chercher le changement, d'induire le changement. À travers quoi on va le faire? Certainement, on va le faire avec le logiciel qu'on a développé, avec le site télécom qu'on a mis en place. C'est à travers les livrables qu'on va transférer aux utilisateurs finaux. D'accord? Typiquement, le bâtiment qu'on a bâti, à un certain moment, je dois donner les clés à l'exploitant comme end user dans ce cas-là. Ou bien le système d'information que j'ai développé ou bien que j'ai paramétré pour une direction métier, la direction technique par exemple. Mais pas que. Justement, on est dans une logique de standardisation, de normalisation internationale, d'accord, qui se base sur des best practices. Et du coup, il ne faut pas oublier qu'il faut capitaliser sur ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en capitalisant sur de la connaissance générée, je vais partir plus vite, je vais partir sur des bases encore plus solides, d'accord? Je ne vais pas répéter les mêmes erreurs, mais à condition d'institutionnaliser la connaissance. On parle de Project Records, c'est l'ensemble de la connaissance qui a été générée pendant le projet. D'accord? L'idée, c'est d'essayer de plus en plus d'avoir de la connaissance qui est présente juste dans la tête des gens, d'accord? De la connaissance tacite, d'accord? Pour la rendre explicite, justement, en organisant des réunions de retour sur expérience pour collecter les feedbacks, etc., soit à la fin de chaque phase, d'accord? Mais sinon, si vous êtes sur le Scrum, par exemple, bah, vous êtes obligé de le faire pour que vous soyez conforme à la méthode Scrum. Et à chaque sprint rétrospective, d'accord, le dernier événement de chaque itération, vous devez faire ça. Vous devez discuter ce qui a bien marché, ce qui ne l'a pas été. D'accord? Donc ici, un projet pour le gérer en bonne et due forme, il y a des principes qui sont universels, mais il y a de la technicité
matérialisé par les process, par les inputs, outputs et les tools and techniques. OK? Donc ici, quand on parlait de livrables, bah, quel type de livrables? Bah, on a des livrables qui sont objets de mon projet. Bah, c'est le fameux software, c'est la fameuse réorganisation de la boîte, c'est le fameux processus digitalisé, c'est le fameux bâtiment, c'est la nouvelle chaîne de production robotisée, augmentée par IA ou autre chose. Mais c'est aussi ce qu'on génère pour produire ces livrables-là. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va générer? On va générer en tant que chef de projet, en tant qu'équipe projet, on va générer des plans de management, on va générer des cahiers de charges, on va générer des rapports sur la qualité, on va générer des registres des risques pour identifier, analyser les risques, on va générer des cartographies, sinon des registres de parties prenantes, on va générer beaucoup de choses, d'accord? En commençant de l'initialisation jusqu'à la clôture, en tant que chef de projet, en tant que projet, nous allons produire. En gros, qu'est-ce que nous allons produire? Nous allons produire de la connaissance à travers des livrables qui sont destinés au client final, au client du projet, que ce soit en interne ou en externe, et on va produire des livrables, une sorte de livrables, mais qui ne sont pas finaux pour le projet, mais qui sont plutôt des enablers, qui sont plutôt des livrables qui sont destinés à nous accompagner, à nous assurer qu'on est en train de produire les livrables finaux en bonne et due forme. Et c'est ce qu'on appelle des artefacts. D'accord? Tout ça, pourquoi faire? Rappelez-vous, aujourd'hui, le projet, c'est pour créer de la valeur. De quelle valeur il s'agit finalement? Il s'agit de la valeur commerciale. C'est quoi la valeur commerciale? C'est pas qu'une valeur typiquement argent, c'est pas qu'un retour sur investissement financier, c'est pas qu'un diplôme à la fin, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on parle de la business value. Ici, s'il vous plaît, quand on parle d'un business, c'est dans le sens le plus global. D'accord? Un sens plus global, c'est quoi? C'est tout simplement que vous soyez un ministère, une agence nationale, un office public, une ONG, une association professionnelle ou autre, d'accord? Ou purement une start-up ou une entreprise, d'accord, qui est là pour gagner de l'argent. Bref, vous avez une value à récupérer et vous avez une value à générer. D'accord? Typiquement, typiquement, on a deux grandes sortes de value à générer. Soit on peut la toucher, soit on ne peut pas. Soit elle est tangible, soit elle ne l'est pas. Bref, à travers le lancement de projet, il y a de l'argent qu'on met en place. Il y a de l'argent qu'on investit. Il y a une trésorerie négative parce que je mets en place tout ce qu'il me faut pour récupérer le retour sur investissement. Mais quel type de valeur, quel type de retour sur investissement? Est-ce qu'il est tangible ou intangible pour induire ce changement-là? En fait, c'est les deux cas. Et on parle d'une valeur qui est plutôt tangible, d'accord? C'est tout ce qui est argent, chiffre d'affaires, actions, obligations et tout ce cas tout ce cas l'organisation en termes monétaires. Mais sinon, c'est aussi en termes de système de productivité, de marge, de gain net, etc. Bref, ce qu'on peut toucher chez une entreprise, c'est la partie ici à gauche, ce qui est tangible. Ajoutons à ça toute l'assiette des clients de la boîte, toute la partie segment client, market share et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Surtout si vous êtes une ONG ou une association, vous savez très bien que vous avez une responsabilité sociale et sociétale. Et du coup, si vous arrivez à raccorder un petit patelin en réseau électrique ou en réseau d'eau potable, voilà, vous n'allez pas forcément chercher de l'argent, mais vous allez chercher plutôt l'utilité au public, vous allez chercher un intérêt général, vous allez chercher une renommée, vous allez chercher beaucoup de choses qui peuvent induire par la suite une valeur commerciale, une business value qui est tangible, mais pas forcément. Donc, il y a voilà, ce, comment dirais-je, voilà. Et il y a ce truc-là, je peux avoir deux catégories, tout simplement, de valeurs pour induire le changement et pour vous confirmer que tout projet est un vecteur de changement, justement pour vous rappeler qu'il n'y a pas que les projets dans les organisations, mais il y a aussi, carrément, il y a les opérations qui font fonctionner
et qui font fonctionner les résultats du projet et justement qui nous assurent l'obtention de la valeur. Bon, tout à l'heure, quand on parlait voilà, d'augmentation de chiffre d'affaires, on a dit qu'on peut mettre en place, construire un ensemble d'agences commerciales. OK, ça c'est le projet. Mais une fois l'agence commerciale est en termes de responsabilité est sous la main du directeur commercial, le directeur de l'agence, on a des clients qui commencent à atterrir en agence, il y a des clients qui commencent à payer et c'est à ce moment-là qu'on récupère la valeur qu'on cherche. Et je parle de la valeur métier. Tout à l'heure, on a parlé de lancement de campagne marketing, d'accord? Ça, c'est tout le projet. Mais une fois je commence à la dérouler, à l'opérationnaliser et je commence à avoir des leads, etc., à ce moment-là, je suis dans les opérations, je ne suis pas dans le mode et la mode projet comme gestion, mais c'est à ce moment-là que je récupère carrément la valeur. Avant, je n'ai que mis en place la capacité pour l'avoir. Alors, il y a beaucoup de valeurs. Je parle pas du workshop, mais je parle aussi du standard. On est très orienté value et ce n'est pas pour rien que le prochain examen de 2026 donne beaucoup plus de poids au chef de projet en tant que partenaire et levier stratégique. Pourquoi en fait? Parce qu'il opère dans tout un système. Non seulement le projet est un système à part, un système en lui-même, en soi, mais il fait partie d'un système de systèmes qui est encore plus grand. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette deuxième partie qui se focalise sur le système de livraison de la valeur. D'accord? En amont, j'ai dit qu'il s'agissait juste de système de création. Maintenant, on insiste sur la livraison et la pérennisation. De quoi il est composé? Ce système de création de la valeur, la création de la valeur en général dans les organisations est assurée à travers plusieurs composantes. Quand on parle de composantes, quand on évoque des composantes, c'est des composantes de la valeur, certes, mais c'est une valeur business. Ça veut dire que c'est les composantes au sein du business. L'outil le plus rapide pour se positionner, c'est justement la pyramide organisationnelle qui commence par une mission, un peu le quoi, le why de l'entreprise. D'accord? Elle va participer à la dynamique économique et ainsi de suite. D'accord? Mais comment il va assurer voilà sa vision, sa mission plutôt, c'est à travers des axes stratégiques. Donc, qu'est-ce qu'on prend? On prend la vision et la mission. Ça, c'est très global, c'est très long-termiste, mais on doit y arriver, d'accord? C'est pas parce qu'on a euh, une vision à 20 ans que je ne vais pas gérer des projets au jour le jour qui ont des durées d'un mois, de 2 mois, de 6 mois. Mais je dois quand même les lancer et je ne dois pas lancer n'importe quel projet. Tous les projets doivent être alignés à la stratégie à partir de laquelle se sont découlés. Donc, à travers le troisième niveau, qu'est-ce qu'on aura? On aura le système lui-même pour livrer la valeur, à savoir le portefeuille de projets qui est là justement pour répondre à un axe stratégique, un objectif stratégique, mais on a aussi un niveau en dessous qui est le niveau programme. D'accord? Un programme, c'est plutôt un ensemble de projets, mais pas que. C'est un ensemble de projets qui sont interdépendants. Tout à l'heure, on parlait peut-être de mise à niveau de ligne de production. Pas si j'ai 5 sites, par exemple, ici au Maroc, et je dois mettre à niveau ma production, parmi les solutions possibles, je peux avoir un projet de mise à niveau d'une unité de production fois 5, d'accord, ça me donne 5 projets, mais ce n'est pas parce qu'ils sont 5, ce n'est pas parce qu'ils sont un groupe de projets qu'ils seront un programme, ce n'est pas pour ça, mais c'est parce que ce sont des projets qui sont interdépendants, pas certainement, et j'en ai fait l'expérience dans les télécoms et d'autres secteurs, on aura une partie de l'équipe qui va travailler sur l'ensemble des mises à niveau de l'ensemble des lignes de production. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, on parle plutôt d'un programme qui est un ensemble de projets interdépendants dont les ressources sont mutualisées et dont l'objectif commun est difficilement atteignable si on gère chaque projet à part. Et j'accepte un nouvel arrivant. Et voilà. Voilà le projet, on l'a défini. Et les opérations, c'est tout ce qui n'est pas projet. C'est tout ce qui est continu,
répétitif en termes de livrables, etc. Ici, les projets, on a vu qu'ils sont là pour induire le changement dans la boîte. Les opérations sont là plutôt pour maintenir la stabilité de ce qu'on fait et continuer à tirer bénéfice des résultats du projet. Donc, si je mets à niveau une ligne de production, j'aurai beaucoup plus de production journalière, par exemple. Mais comment bénéficier de ce surplus de production? Comment en tirer bénéfice? Je dois faire fonctionner la nouvelle ligne mise à niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je ne vais pas récupérer tout simplement la valeur, à moins que j'opérationnalise les résultats de mon projet là. Voilà. Donc, ce système-là, lui-même, est dirigé et géré et coordonné, d'accord, dans une organisation. Et déjà, l'organisation est un système très complexe, d'accord? Ici, je vais faire le focus, pas sur la théorie organisationnelle, ce n'est pas l'objectif du workshop, mais beaucoup plus sur l'environnement de l'organisation, d'accord? Un environnement interne, un environnement externe, les outils sont différents, d'accord, pour les analyser, mais ça reste quand même très, très important comme type d'analyse, comme diagnostic, avant de se lancer dans le projet. Moi-même, j'ai fait l'erreur quand j'étais très débutant, avant de me documenter, de me former, etc. Dès que je reçois la demande de projet de la hiérarchie, bam, j'appuie sur le bouton et je commence à rédiger des choses, etc., sans pour autant avoir toute la data nécessaire. Certes, c'est dans des conditions particulières, mais je ne vous recommande pas de faire ça. Essayez au moins de comprendre pourquoi le projet est lancé, dans quel cadre, faire le lien avec son objectif stratégique ou bien le programme dans lequel il s'inscrit, ainsi de suite, pour ne pas avoir des surprises à la fin du projet. Parmi les surprises, c'est que le client qui a demandé trouve que le livrable est à côté de ce qu'il voulait. Bref, est-ce qu'il l'a mal exprimé? Est-ce que c'est moi qui l'ai mal compris? Indépendamment, le scope creep est classique dans le management de projet. Mais attention, c'est des choses qui arrivent parfois de notre faute en tant que chef de projet. Tous les environnements ne proposent pas, ne mettent pas en place des structures, des workflows, etc. dans leurs entreprises, mais ce n'est pas pour ça que le chef de projet ne va pas chercher l'information, n'essayera pas de se renseigner. OK? Donc, quand on parle du système de création de la valeur, donc il y aura de la valeur qui sera générée, mais via quoi? Via les projets, via les programmes, via les portefeuilles, certes, mais justement, c'est à travers aussi l'évaluation de ce que nous avons fait dans le projet. Qu'est-ce qu'on peut évaluer d'abord? Qu'est-ce qu'on peut évaluer à travers un projet? D'abord, on peut évaluer son degré d'alignement à la stratégie. Ça, c'est très important. Ça, c'est le rôle du portfolio. Ça, c'est le rôle du Project Management Officer, mais au niveau portfolio, Project Portfolio Management Office, d'accord, rôle que j'ai assuré dans pas mal d'industries. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer le succès du projet, mais d'un point de vue alignement stratégique, d'un point de vue value pour l'organisation. Parce que ici, ça, c'est le maillon. En fait, c'est le maillon qui joint la stratégie avec le reste du système, que ce soit des programmes ou des projets. Okay? Le niveau portefeuille va exprimer ses besoins en termes de finalité, de bénéfices, de value, que ce soit tangible ou intangible. D'accord? À qui? Au niveau qui suit, au niveau inférieur, qui est tout simplement le niveau programme. Le niveau programme, de quoi il sera responsable, à votre avis? Si le niveau portefeuille est responsable du choix des projets les plus pertinents à réaliser pour qu'on soit conforme à la stratégie, pour qu'on soit aligné à la stratégie, le programme aura comme rôle principal, à votre avis, quoi? C'est justement de coordonner, d'ordonnancer, pas les activités des projets, mais les projets eux-mêmes. Ça veut dire que vous allez dire que je vais commencer par la première unité industrielle à Casa, objet de la mise à niveau de la ligne de prod, et je vais l'utiliser peut-être comme proof of concept, comme pilote, et après je passerai à une telle plateforme, et ainsi de suite. Les choix, peut-être, ce sont des choix qui sont basés sur la proximité, ou bien sur la technologie, ou bien sur le degré de représentation des activités qu'on fait une usine dans ce site-là, avec quoi on va lancer ce programme-là, et ainsi de suite. Et le projet sera
sera bien évidemment responsable de la création de la valeur, de la création de la capacité de la valeur en livrant des livrables, en produisant des artefacts, d'accord, tout au long du projet. Dans le chemin inverse, une fois on atterrit chez les opérations vont nous alimenter par des indicateurs métiers qui vont nous dire dans l'autre sens que voilà notre projet, notre programme a réalisé la valeur escomptée, à savoir l'accès à beaucoup plus d'enfants à l'école ou autre chose. Et voilà, et ainsi de suite, jusqu'à arriver jusqu'à l'atteinte du senior leadership. À ce moment-là, tous les indicateurs, tous les projets, tous les portefeuilles de l'organisation qui sont consolidés justement pour dire que voilà, notre stratégie a été réalisée à tant pour cent. Et voilà, il y avait 5% de projets qu'on ne devait pas lancer, mais qu'on devait au moins arrêter chemin faisant parce que c'était clair qu'ils ne vont pas répondre à la stratégie à partir de laquelle ils étaient lancés, et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, on va les évaluer, on va évaluer le projet sur différentes strates, d'accord? La réussite du projet par rapport à un chef de projet, c'est la réussite par rapport aux critères de performance, le coût, la qualité, les délais, et ainsi de suite, d'accord? Et puis, il y a un autre niveau de mesure du succès. C'est le niveau programme portefeuille, d'accord? Que ce soit au niveau des livrables ou bien la façon avec laquelle nous avons livré. Ça veut dire l'état d'esprit qualité, c'est à la fois la qualité de ce qu'on produit et la qualité de la façon avec laquelle on a produit. D'un côté, nous avons l'assurance qualité et de l'autre, nous avons le contrôle qualité. Et l'assurance qualité pour les process et le contrôle qualité pour les livrables. OK? Ce qui nous amène à parler un peu plus de l'environnement du projet en détail. Donc, une pyramide organisationnelle, une organisation a un environnement interne et un environnement externe. Bref, l'environnement interne, d'accord, c'est plutôt la culture de l'entreprise, sa structure organisationnelle, est-ce qu'elle est fonctionnelle, organisée par projet, matriciel ou autre. Bah, c'est un peu la logique des lignes de commande dans la boîte qui s'affiche à travers l'organigramme. D'accord? Il y a aussi l'infrastructure de l'entreprise. Est-ce que c'est un seul siège, un plateau bureau, ou bien c'est différents sites dans différents pays, etc. Aussi, il y a l'infrastructure informatique. Bah, est-ce qu'on est doté d'outils informatiques, etc., etc. Ou bien, ou bien c'est tout ce qui est aspect politique au sein de l'entreprise, que ce soit le côté syndical ou le côté politique, gestion politique des parties prenantes au sein de l'entreprise. En externe, il y a aussi un environnement, mais qui est beaucoup plus grand. D'accord? C'est un environnement plutôt politique, économique, technique, technologique, social ou sociétal, écologique, environnemental ou légal. Bah, c'est un peu l'acronyme PESTEL. Et je vous ai préparé un cas voilà, pour concrétiser la technique PESTEL, du moment qu'elle est la technique la plus utilisée pour diagnostiquer, pour analyser un environnement. Et d'un autre côté, il y a tout ce qui est assets, il y a tout ce qui est actif de l'organisation. Bah, les actifs de l'organisation, bah, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est processus de travail, les, les procédures, la réglementation interne et tout. Et puis, il y a toute la connaissance qu'on a générée, tous les documents projets antérieurs, les modèles, les templates, bah, les modes opératoires, et voilà, la boîte à outils du chef de projet, matérialisée par une base de données de connaissances qui est institutionnalisée. OK? Dans le cas des télécoms, je vous ai préparé une petite analyse Pestel, juste à titre d'exemple, voir un peu politiquement dans le secteur des télécoms, on est régi par de gros portefeuilles, par de gros programmes, notamment le Maroc Digital 2030, un peu ce qui se passe au football, et puis la diplomatie technologique, sachant qu'aujourd'hui, le Maroc est dans un sens, voilà, pour devenir un hub africain, à travers les data centers, le cloud, etc. Un environnement économique qui est marqué dernièrement par de grands investissements sur la 5G, la fibre optique, etc. Et puis l'environnement, un paramètre social, qui est un peu l'inclusion rurale. Et nous, dans les télécoms, on est beaucoup plus concernés par le service universel pour réduire un peu la fracture numérique, etc. Techniquement parlant, c'est l'ère de la 5G et du clouding. Aujourd'hui, les télécoms ne sont pas que des équipements physiques, mais beaucoup plus, on est sur du clouding, on est sur de la data que
que sur des équipements physiques d'il y a 20, 30 ans. D'accord? Environnementalement parlant, on parle beaucoup plus de la gestion des déchets électroniques, de la dématérialisation des processus au niveau de l'administration, etc. Pas typiquement notre stratégie nationale e-government. Et puis, on parle de l'efficacité énergétique pour prendre en considération toute l'écologie, c'est un peu la sphère écologique, quoi. À travers quoi? À travers l'efficacité énergétique. À date d'aujourd'hui au Maroc, on a l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, entre autres, qui s'inscrit dans cette logique-là de réduction de factures d'électricité, etc. Ah bah, il nous reste aussi le côté légal. Quand on évoque les télécoms, c'est aussi la gestion des données, la gestion de la confidentialité, etc. Et à vrai dire, il y a pas mal de directives qui ont été émises d'un point de vue sécurité, soit par la DG SSI ici au Maroc pour tout ce qui est infra à, à importance vitale, ou bien la protection des données à travers les différentes lois, la Commission nationale pour la protection des données personnelles, etc. Et en tant que régulateur, ici au Maroc, on a l'Agence nationale de la réglementation des télécoms. Peut-être pour tout ce qui est bourse, on a la MMC et autres. Vous avez compris l'idée, mais pourquoi on l'évoque? Parce qu'à partir de l'analyse PESTEL, vous pouvez déjà deviner quelques acteurs clés de votre écosystème, de votre industrie, notamment juste avec cette technique-là. Et ça va vous permettre aussi d'identifier les parties prenantes de vos projets. La sphère, en gros, qu'est-ce qu'il y a? On a toute la petite sphère d'influence du chef de projet avec ses équipes qui réalisent, ses équipes qui l'aident à gérer son travail. Juste en montant d'un cran, on trouve celui qui commandite le projet. C'est soit le directeur métier qui budgétise le projet pour l'acquisition du CRM, ou bien c'est le directeur de production qui finance un peu les mises à niveau, les robotisations des lignes de production, et ainsi de suite. Et en montant, d'accord, vous allez remarquer qu'il y a quand même les parties prenantes du système de livraison de la valeur. Ça, c'est en interne du système. Après, il y a tous les autres directeurs, les responsables fonctionnels de l'entreprise. C'est les directeurs métiers, marketing, commercial, technique ou autres. Il y a tout ce qui est exploitation et maintenance, c'est l'operational management. Et puis, il y a la sphère des gens auxquels le projet est destiné, à savoir les clients, les utilisateurs finaux, voilà, les différents prestataires, les partenaires, les sous-traitants, les co-traitants, etc., etc. Après, dans tout domaine, quand il y a un marché libéralisé, c'est le cas des télécommunications en 1998, et on avait juste l'Office national des postes et télécoms, d'accord? À un certain moment, c'était privatisé avec la concurrence. Bam, on a eu notre régulateur ici au Maroc. C'est la fameuse ANRT. Et faites la projection sur les autres domaines, chaque domaine, quand il est libéralisé, ou bien qui est critique, d'accord, sensible, ou bien c'est carrément régalien comme métier, on doit avoir quelque part un régulateur, un gendarme du domaine. D'accord? D'où l'intérêt d'avoir une équipe qui est multicompétente. Quand on dit multicompétente pour le PMI, c'est essentiellement le triangle des compétences qui était dans la version antérieure, le triangle des compétences du chef de projet. Aujourd'hui, non, c'est plutôt un triangle au sein d'un cercle, d'accord, qui insiste sur les responsabilités sociales, sur la durabilité, voilà, sur le respect de l'environnement, le respect des ressources du projet, et ainsi de suite. Et ça devient pour toute l'équipe. Parce qu'en fait, c'est l'équipe projet qui va aider le chef de projet à satisfaire cet ensemble de parties prenantes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça tourne autour de trois grandes compétences, je dirais des métacompétences, d'accord? Une première, c'est la maîtrise de tout ce qui est technique de management de projet, d'accord? Ici, c'est un peu le choix, l'adaptation des différentes méthodes, des cycles de vie prédictifs, agiles ou autres, d'accord? Et bien sûr, utiliser différentes techniques qu'on verra à partir du troisième épisode, qui sera concentré beaucoup plus sur le guide. Entre autres techniques, c'est les techniques d'estimation, de délai, de coût, les techniques de planification, typiquement l'identification des risques, voilà, le cadrage du projet d'un point de vue contenu, qu'est-ce qu'on va faire, euh, le choix des ressources et l'établissement d'un organigramme de l'équipe, la réflexion sur la stratégie d'approvisionnement, est-ce qu'on sera sur des marchés forfaitaires ou bien en régie, et ainsi de suite. Ça, c'est la technicité, mais ce n'est pas la technicité technico-technique. Ce n'est pas le domaine d'application, les télécoms, le BTP, ainsi de suite. Non, c'est plutôt la technicité côté management de projet. D'accord?
Secondo, ça, c'est pas technique dans le sens où on doit appliquer des estimations, des formules, des organigrammes, etc. Mais la technicité ici, c'est pour avoir de la power, c'est pour avoir de l'influence. C'est ce qu'on appelle, dans d'autres contextes, les soft skills. Parce que ça tourne généralement autour du leadership, de l'écoute active, de la capacité à convaincre, voilà, de la capacité à fédérer des gens, à gérer des conflits, voilà, à gérer les priorités aussi, à prendre la parole, à raconter des histoires du projet pour convaincre les parties prenantes. Mais tout ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on cherche de la valeur. Et quand on cherche de la valeur, il faut comprendre tout le contexte, stratégiquement parlant, pour dire que voilà, ce que je fais aujourd'hui, d'accord, le mur que je bâtis est là pour répondre à une plus grande valeur qui est, qui est fournir la santé à tous les citoyens. D'accord? L'hôpital, OK, le bâtiment, les équipements, OK. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Parce que c'est ça un peu l'intérêt de cette réflexion stratégique pour appréhender justement soit les changements les changements plutôt dans le tour de table, les actionnaires, etc., ou bien les changements carrément qui sont dans l'environnement pestel, que ce soit technologique ou bien le malheureux Covid à l'époque, etc. Pour le cas des télécoms, en gros, nous avons quelques régulateurs, soit directs, soit indirects, vu qu'il y a la dimension data dans les télécoms. Les opérateurs globaux, ils sont connus. Ce qui est très, très récent en 2005, c'est qu'il y a quand même des joint ventures entre des concurrents, en principe, pour justement mutualiser la ressource, les ressources en termes d'infrastructure et en termes de raccordement en fibre. Et bien sûr, des intégrateurs, des boîtes de génie civil. Ça, c'est pas pour faire voilà, de la publicité, d'accord? Mais c'est juste un peu les trois grands, voilà, opérateurs, entreprises, on va dire, qui opèrent dans le travail d'infrastructure télécommunications, en passant bien sûr par les multinationales qui construisent leurs équipements pour concrétiser la recherche et développement. On passe maintenant au principe de management de projet du standard, qui sont là justement pour réussir toute la mission du project management, à savoir la création et la pérennisation de la valeur. Donc aujourd'hui, on a plusieurs principes, on a 6 principes, d'accord? On a 7 domaines de performance. Mais tout ça, c'est à partir d'un noyau qui est plutôt le mindset. Le mindset d'aujourd'hui du chef de projet, le mindset va chapeauter, va dicter tout ce qui sera après. D'accord? Le mindset, c'est le niveau le plus méta, le plus global, c'est le niveau mindset. Maintenant, le mindset, c'est quoi? C'est l'ensemble des 6 principes. Donc, le mindset aujourd'hui, c'est 3 grands éléments. D'abord, il faut être proactif. Que veut dire proactif? C'est d'abord prendre l'initiative de faire les bons choix. D'accord? Ne pas attendre les problèmes, c'est-à-dire être proactif aussi dans la gestion des risques, l'identification et ainsi de suite. Et sur ce premier aspect, il y a 2 principes. Le premier, c'est d'adopter une vue holistique, d'accord? C'est un peu l'approche systémique, ne pas voir, ne pas analyser, ne pas gérer le projet comme s'il s'agit d'un électron libre dans la nature, indépendant de tout, mais il faut le voir dans tout le contexte, dans tout le portefeuille, dans tout le projet, et en relation avec les autres rôles, les autres acteurs de l'écosystème que je vous ai montré tout à l'heure. Second principe, dans l'idée, dans la valeur de proactivité, c'est qu'il faut intégrer la qualité dans tout le projet. D'accord? Tout à l'heure, on a vu qu'il s'agit de livrer, d'accord, et de choisir une méthode de livraison. Donc, la qualité, c'est les deux. C'est à la fois la qualité des livrables et la qualité du process qui nous a permis la réalisation du livrable. Seconde fondation, seconde valeur dans le mindset d'aujourd'hui, d'accord, c'est l'ownership. Ici, c'est pour dire que voilà, on doit être responsable de ce qu'on fait, on doit s'approprier nos actions. On n'est pas là juste pour dérouler des to-do list et exécuter des tâches, mais quand même, on doit s'approprier la responsabilité de la réussite des projets, de la satisfaction
de cette partie prenante à travers la création de la valeur. À ce niveau-là, on doit être, voilà, en tant que leader, on doit être responsable, on doit être redevable, accountable, voilà. Ça veut dire qu'on choisit nos actions et qu'on les fait intentionnellement, d'accord? C'est pas pour subir. Je peux appréhender le changement, mais je dois répondre intentionnellement à ce changement, d'accord? D'accord? Autrement dit, c'est pas de l'accepter de façon passive. Et puis, il y a un autre principe qui honore l'ownership, qui vous aide à s'approprier la responsabilité du projet et tout. C'est build an empowered culture. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à renforcer les gens, à donner plus d'autonomie aux équipes. Et c'est pas pour rien que dans le Scrum, on parle dans l'agilité, même de façon plus globale. On parle de quoi? On parle d'équipes autogérées. Ça veut dire qu'il n'y a pas, entre guillemets, de hiérarchie, mais c'est l'équipe qui réalise. C'est elle-même qui planifie, qui choisit et qui estime un peu le travail qui est capable de faire pendant la prochaine période de temps qu'on appelle une itération, etc., etc. En gros, c'est ça les quatre premiers principes. Le troisième fondamental, la troisième valeur de ce mindset-là, c'est qu'on est value-driven, c'est qu'on est focus sur la valeur. Les livrables, oui, mais ce n'est pas en soi une finalité. La finalité se trouve ailleurs. D'accord? Et pour ça, nous avons deux autres principes qui complètent un peu les 6, la demi-douzaine. Que d'abord, on doit se focaliser sur la valeur à travers les livrables, les process, la valeur en échangeant avec les gens, etc. Donc, bref, tout ce qu'on doit faire dans le cadre d'un projet coûte de l'argent, coûte du temps. D'accord? Donc, il doit participer à la création de la valeur, sinon, il doit être éliminé du projet. Second principe qui honore le Value Driven Foundation, c'est quoi? C'est l'intégration de la durabilité dans les décisions du projet. Aujourd'hui, je connais beaucoup de partenaires dans le BTP, par exemple, et on est aujourd'hui sur le choix de biomatériaux, de matériaux biodégradables qu'on peut recycler, etc. On est dans cette logique de sustainability, on est dans une logique de réflexion sur les 30 ans à venir, dans les générations, voilà, les jeunes générations aujourd'hui, etc., etc. Donc, toute décision doit passer par ça. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de digitaliser au lieu d'aller vers le physique. Évidemment, dans un souci, certes, de coût, mais c'est aussi dans un souci de durabilité, de futur et de laisser la planète Terre en bonne et due forme pour les générations qui vont venir. OK? En fait, ça, c'est le détail de chaque principe. D'accord? Ici, l'idée, c'est voilà, vraiment d'analyser le projet de tous les angles, d'accord? Soit un angle humain, un angle environnemental, un angle technique, un angle légal, etc., pour anticiper les changements, pour anticiper les risques et pour anticiper peut-être l'insatisfaction des parties prenantes. D'accord? Et sachez que chaque principe a un impact sur les différents domaines de performance. Donc, quand j'adopte une vue holistique, une vue hélicoptère, systémique, etc., qu'est-ce que je gagne finalement au niveau de la gouvernance, au niveau de la finance, au niveau du périmètre, au niveau des risques, etc. Par exemple, comment le principe adopter une vue holistique va m'aider à gouverner mon projet. D'accord? C'est parce qu'il va, c'est tout simplement parce qu'il va favoriser, c'est parce qu'il va favoriser une transparence et il va favoriser la responsabilité conjointement avec l'autre principe, d'accord? Et ça va vous permettre de prendre une décision éclairée, d'accord? Au niveau du choix des comités, leur fréquence qui doit être présent, l'ordre du jour, tout ça, ça doit être vu dans le cadre de la grande comitologie de la boîte, dans la gouvernance entreprise, d'accord? À laquelle notre gouvernance à nous, dans le projet portefeuille programme, doit être alignée. Quand on adopte une vue holistique, pour la portée, ça veut dire, pour le périmètre, ça veut dire qu'on est tout simplement en train de voir tout le périmètre à cadrer avec les parties prenantes, d'accord? Mais tout le périmètre qui va nous garder alignés avec la stratégie. Donc,
Je ne vais pas livrer n'importe quoi, mais je livre tout en m'assurant que la boucle avec la stratégie est bouclée. D'accord? Et ça va vous servir en gros d'éviter ce qu'on appelle le scope creep, les dérives du périmètre. Au niveau de l'échéancier, d'accord, si on a une vue holistique, on peut améliorer nos estimations, on peut éviter ou bien au moins réduire les risques de retard parce qu'on a la vue complète sur tout ce qui se passe sur le projet. Je change quelque chose au niveau des achats, il y a quelque chose, il y a de la neige aujourd'hui il y a de la neige dans des villes qui sont apparemment non habituées à la neige. Et du coup, il faut prendre tout le contexte qui est d'ailleurs unique pour appréhender les différents changements au niveau de l'échéancier. Les parties prenantes, on en a discuté, d'accord? Donc, une vue holistique va vous aider à ce niveau pour déterminer l'ensemble des parties prenantes, d'accord? Pas que les parties qui vont intervenir, etc. Au niveau de la finance, ce principe-là, plutôt, va vous permettre d'aligner les dépenses et les besoins en financement du projet avec le financement lui-même, avec les risques, on en a parlé. Si vous avez un pestel pour analyser l'environnement, sachez qu'il y a la resource breakdown structure qui va vous permettre aussi de chercher les catégories des risques, et ainsi de suite. Un deuxième principe, c'est le focus sur la valeur, d'accord? On en a bien parlé. Ici, si on parle de la valeur en termes de gouvernance, ça va vous permettre, ça va vous permettre de décider à chaque fois est-ce qu'on est en train de créer la valeur qu'on cherche par la stratégie actuelle, d'accord? Au niveau du périmètre, un périmètre euh, de qualité, un périmètre qui va nous fournir de la valeur, c'est un périmètre qu'on a eu en décomposant la stratégie et les éléments en amont pour garantir quoi? Pour garantir que tout le travail nécessaire à la satisfaction des parties prenantes est fait et que ce travail-là qui est fait. D'accord? C'est pour garder un peu les 100% dans les deux sens. D'accord? Quand on se focalise sur la valeur, ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas mettre des activités dans notre échéancier qui ne vont pas participer à la création de la valeur. Bref, la valeur ici, c'est notre boussole, c'est notre GPS. On ne va pas naviguer à vue, mais on va naviguer en regardant la valeur devant nous et on essaiera à chaque fois de rectifier le tir pour y arriver. D'accord? Si vous vous concentrez sur la valeur quand vous faites de la finance du projet, par exemple, sur quoi vous allez vous concentrer? Vous allez dire, voilà, ce dirham, ce franc CFA, ce dollar américain est dépensé dans le projet, est-ce qu'il va me servir à créer de la valeur ou pas? C'est toujours le même réflexe et la même question qu'on se pose. D'accord? Troisième principe qu'il faut embed quality into processes and deliverables. On en a discuté. L'idée, c'est d'appréhender, c'est de s'approprier la qualité, soit en termes d'assurance qualité, soit en termes de contrôle qualité. AQ pour les process, CQ, c'est pour les livrables. D'accord? Typiquement, par exemple, si on parle de la qualité quand on gère l'échéancier, c'est la qualité des estimations, c'est la qualité de l'outil avec quoi on matérialise ou bien on informatise notre diagramme de Gantt. C'est une qualité au niveau des formules pour calculer les écarts. C'est une qualité par rapport à mon process d'identification des risques, d'analyse des risques. Est-ce qu'il est que qualitatif ou bien est-ce qu'il est aussi quantitatif? Il y a aussi la qualité de la gestion de ma gestion des engagements des parties prenantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Be an accountable leader, ça veut dire qu'il faut être un leader responsable, un leader redevable, d'accord? Il s'approprie et il se responsabilise lui-même, mais c'est un leader qui a aussi le sens de la responsabilité, le respect, l'équité et l'honnêteté. Quand on parle de leadership, ce n'est pas forcément le C-level, ce n'est pas forcément le directeur du portefeuille ou le DGA de la boîte. Toute personne dans l'entreprise, dans l'organisation, d'accord, peut avoir une capacité de leadership, à son niveau, bien sûr. Donc, c'est plutôt une compétence liée à la power que liée à un poste, d'accord? Et l'inverse aussi est vrai. Hein.
Donc, typiquement, quand on est un leader responsable, un accountable leader, au niveau de la gouvernance, typiquement, je vais assurer des décisions transparentes, éthiques, dire la vérité et assumer par la suite ce qui va se passer. Au niveau du périmètre, par exemple, un leader qui est responsable va résoudre les conflits, les désaccords. Je parle des désaccords sur le périmètre. De même, pour le calendrier, il essaiera de garantir que les discussions sur les différentes estimations sont pertinentes pour tout le monde. Il va certainement inviter les gens qui vont réaliser un travail dans les séances de planification de leurs travaux, etc., etc. Et quand on est, par exemple, dans les finances, on va encourager une gestion prudente, sachant que tout dirham, tout franc, tout dollar doit être dépensé pour récupérer de la valeur. Quand on est un accountable leader avec des parties prenantes, ça veut dire qu'on va les engager, les influencer euh, de façon peut-être plus proche pour avoir leurs attentes précises et ne pas avoir de malentendus, de surprises à la fin. Et, et en cinquième lieu, on a le principe qui stipule qu'on doit intégrer la durabilité dans notre projet. D'accord? Les décisions d'approvisionnement, les décisions de recrutement, de déplacement, de déplacement, d'impression, d'implantation. D'accord? Tout ça, ça doit prendre en considération ce qui se passe sur la planète. D'accord? Et je vous dis pas, il y a plein d'histoires, notamment la fameuse histoire de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où il y avait à l'époque les écologistes qui ont stoppé le projet d'aéroport pour des considérations écologiques. Ça, c'est un peu le côté durabilité, mais c'est aussi le côté gestion des parties prenantes, le côté stratégique que doit avoir quelqu'un qui est dans la gestion de projet. Comment ça impacte les domaines de performance? Ici, la gouvernance du projet va certainement favoriser une communication avec l'équipe, d'accord, pour, aligner les objectifs du projet. Avec quoi? Avec la stratégie, d'accord, mais il faut aussi s'assurer qu'on est dans un cadre qui respecte la durabilité. Donc, c'est à la fois dans le management de projet, mais avec le management de l'organisation qu'on va assurer, qu'on va intégrer cette sustainability dans les projets, parce que c'est une décision qui pourrait coûter de l'argent. Nous-mêmes, très bien qu'il y a une différence de prix, même au niveau des légumes, des fruits. D'accord, celui-ci est bio, celui-ci pas du tout. Donc, imaginez quand on est sur des matériaux euh, voilà, biodégradables, etc., etc. C'est des coûts qui sont chers, parfois ils sont rares, parfois c'est difficilement, voilà, ils sont difficilement approvisionnés ici dans notre contexte, etc. Donc, on a parlé d'impact du projet qui part de l'impact au client direct par rapport au livrable et concernant même l'outcome derrière le livrable, d'accord? Mais après, quand on monte d'un cran, on verra plutôt qu'il s'agit d'un project management qui sera plutôt axé sur ce qu'on a atteint comme achievement, comme résultat, comme bénéfice, pas comme livrable, pas comme conformité par rapport à ce qu'on doit faire. Et vraiment, en troisième lieu, c'est quand on réfléchit à long terme au niveau voilà, de la gestion durable des ressources, de la planète, etc. Sixième et dernier principe, c'est qu'il faut construire une culture voilà, qui rend les gens plus forts, qui renforce le pouvoir des équipes. Mais s'il y a un renforcement de pouvoir, c'est justement pour permettre à l'équipe elle-même de comprendre les parties prenantes et les aider à déterminer les différents critères de succès et créer par la même occasion peut-être un environnement projet qui favorise la collaboration entre les différentes équipes, qui est plutôt axé sur une communication open et face-to-face que des écrits et une dimension beaucoup plus formelle. Et c'est un principe, en quelque sorte, ce principe-là, on l'a vu il y a vraiment longtemps, d'accord? Euh, Autrement formulé, dans le manifeste agile, ça reprend un peu tout ce qui est collaboratif, tout ce qui est communication directe, face-to-face, d'accord? Et juste voilà, pour insister sur le fait que le management de projet, qu'il soit prédictif ou agile,
d'accord? Les principes restent les mêmes. Après, c'est notre façon de concrétiser les principes, de les tacticiser, si j'ose dire, d'accord? Les faire revenir de ce niveau méta qui est universel à un niveau plutôt tactique et pratico-pratique, d'accord? Ils sont toujours valables, d'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont universels. Donc, quand on construit une culture pareille, d'accord, qu'est-ce qu'on gagne au niveau de la gouvernance, par exemple? C'est qu'on a une approche proactive pour assurer ce type de communication. Donc, il n'y a pas que les comités pour discuter des problèmes, mais il y a des gens, des stand-up meetings dans l'agilité ou que l'équipe qui se voit chaque jour. Peut-être il y a des points de synchronisation entre le PMO et les différents chefs de projet voilà, pour discuter un souci par rapport à la méthodologie utilisée par rapport à un document qu'on ne sait pas remplir. Quand on applique un principe pareil dans la gestion du périmètre, on peut communiquer ouvertement sur ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire dans la prochaine itération, par exemple. Quand on est sur le calendrier, on est sur des équipes qui peuvent estimer la charge, leur propre charge elles-mêmes, d'accord, pour les réaliser soit dans une phase, soit dans un sprint. Aussi bien pour les finances, pour les parties prenantes, on va établir un ensemble de mécanismes de communication soit pour influencer l'engagement des parties prenantes qui est aujourd'hui réticente pour la rendre dans une position de support demain, bah, typiquement des bidonvillois qu'on veut recaser, d'accord? Bah, c'est un peu cette culture-là qui va nous pousser à parler avec les gens, les comprendre, comprendre leurs soucis pour soit les faire changer de niveau d'engagement qui sera en faveur du projet ou bien de maintenir leur engagement actuel et un engagement de support, par exemple, dans cet exemple. J'espère que vous avez suivi, vous avez des questions. Le micro est à la salle, je vous écoute.